Bonjour à tous et bienvenue si vous nous retrouvez sur Public Sénat pour suivre en direct les questions cribles thématiques sur le thème des services à la personne. Alors les questions cribles thématiques, vous le savez, c'est une série de questions posées par les sénateurs à un membre du gouvernement. Aujourd'hui, c'est Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille et des personnes âgées, qui vient leur répondre. Quelques chiffres pour situer ce secteur. Il pèse 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie officiellement 2 millions de salariés en France. Les questions devraient porter sur la fiscalité et le travail informel. En effet, le taux de TVA sur les services à la personne a changé pas moins de 3 fois depuis 2012, de quoi rendre illisibles les tarifs pour le grand public et de quoi favoriser le travail gris ou le travail au noir. Voilà, les questions, les thèmes ne manquent pas sur ce sujet. Je vous laisse tout de suite découvrir les questions des sénateurs dans l'hémicycle. Voilà, vous voyez Gérard Larcher qui s'apprête à ouvrir la séance de questions cribles thématiques. Laurence Rossignol qui est assise au premier rang. On attend sans doute les derniers sénateurs qui doivent s'asseoir dans l'hémicycle pour poser leurs questions, je vous l'ai dit, sur le thème des services à la personne. On a en tout 7 interlocuteurs qui vont intervenir sur le thème des services à la personne, une parité entre les groupes politiques. Les questions cribles thématiques devraient commencer d'un instant à l'autre. Gérard Larcher préside cette série de questions. Il a d'ailleurs annoncé la suppression des questions cribles thématiques, un exercice qu'il avait lui-même créé. Voilà, tout de suite la séance est reprise. L'ordre du jour appelle les questions cribles thématiques. Questions cribles d'ailleurs qui vont disparaître. Je profite de la présence de Roger Carrozzi et d'Alain Richard pour vous dire que ces séances seront remplacées par les questions d'actualité en fonction de la décision du bureau sur le rapport de nos 2 collègues et du groupe de travail. Et ces questions cribles thématiques aujourd'hui vont être posées à Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie sur les services à la personne. Cette séance est retransmise sur France 3 et Public Sénat. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Marie Van Lerenberg, président du groupe de l'Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, je vous remercie de cette promotion, mais je ne suis pas président, monsieur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cette question précède de quelques jours la discussion du projet de loi sur le vieillissement, dont la philosophie qui l'inspire est le maintien des personnes âgées à domicile. Pour ma part, j'ai présenté le 4 juin dernier avec notre collègue Dominique Vatrin un rapport sur le sujet et notre constat pour ce qui concerne les publics les plus fragiles, donc les personnes âgées handicapées, est alarmant. Le système est à bout de souffle et à réformer d'urgence. En effet, les services d'aide à domicile sont confrontés depuis plusieurs années à une dégradation de leur situation financière qui peut aller jusqu'à menacer leur pérennité. Notre rapport formule 13 propositions autour de 3 axes. La discussion du projet de loi permettra de développer notre position. Je m'y limiterai aujourd'hui à la question financière. Permettre aux seniors de rester chez eux le plus longtemps possible est une aspiration largement répandue dans toutes les catégories sociales. Le maintien à domicile est d'ailleurs l'orientation prioritaire de votre projet de loi. Malheureusement, le doute est permis quant aux moyens d'y parvenir. C'est pourtant la voie d'avenir. L'aide à domicile, c'est environ 8 500 structures, 557 000 salariés. Et la direction de l'animation et de la recherche des études et des statistiques, la DARES, estime à 300 000 le nombre de créations d'emplois d'ici 2020 dans ces secteurs de services à la personne. Alors, les aides à domicile des personnes fragiles souffrent néanmoins d'un grave problème, c'est que la part de l'État n'a cessé de se baisser depuis l'origine, de 50% à la création de l'APLA à 28% en 2014. Et les finances départementales, vous le savez, sont exsangues. Il faut donc réformer l'APA, fixer un tarif national de référence et augmenter ses fonds d'intervention.
Alors, Madame la Ministre, que prévoyez-vous pour répondre à la situation alarmante que je viens d'évoquer? La parole est maintenant Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Van Leeuwenberg, la réforme de l'APA à domicile est en effet un axe central du projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement que vous connaissez bien et que votre Assemblée examinera la semaine prochaine. Et grâce à l'examen du Sénat, puis à la navette parlementaire, ce projet de loi sera adopté avant la fin de l'année 2015 pour une application pleine et entière au 1er janvier 2016. Ce projet de loi est une véritable réforme de justice sociale qui permet d'attaquer les inégalités à la racine et qui se concrétisera par des moyens supplémentaires quotidiens qui changeront la vie de nos concitoyens. Et en particulier, puisque c'est le sujet que vous avez évoqué, la réforme de l'APA à domicile que contient ce projet de loi permettra une meilleure couverture des besoins couplée à une réduction significative du reste à charge. Pour illustrer mon propos, je pourrais dire que pour les personnes en GIR 1 ou 2, c'est 1 heure d'APA supplémentaire pour ceux qui ont déjà atteint le plafond d'aide. Et pour les personnes moindrement affectées, et ce sera 1 heure supplémentaire par semaine. Tous les bénéficiaires de l'ASPA pourront désormais bénéficier d'une prise en charge totale de leur plan d'aide sans reste à charge. La réforme de l'APA, c'est aussi la création de droits nouveaux pour les aidants, le droit au répit, et nous aurons l'occasion d'en reparler plus longuement la semaine prochaine. Donc la réforme de l'APA, c'est aussi 25 millions d'euros par an pour soutenir les conditions de travail des salariés du secteur. Et j'ai anticipé cette mesure dès 2015. L'ensemble de cette réforme de l'APA représente un financement nouveau de plus de 450 millions d'euros, soit une revalorisation de l'APA à domicile de 13% en une seule fois. C'est une avancée inégalée et totalement inédite. Ces dépenses nouvelles seront entièrement compensées auprès des départements chefs de file des politiques gérontologiques. Ainsi, le taux de compensation par l'État des dépenses liées à l'APA, après avoir effectivement chuté de 12 points entre 2002, il était de 43% et il était tombé à 31% en 2012, pourcentage auquel il se maintient selon les analyses conjointes de l'Audace et de l'ADF, et il remontera grâce à la loi à 36%, c'est-à-dire que nous réaméliorerons ainsi le taux de compensation en direction des départements. Enfin, je voudrais souligner la méthode de financement de cette loi. C'est d'abord une ambition financière, puisque 650 millions d'euros supplémentaires seront consacrés au vieillissement. Ah mince, oui, pardon. 650 millions d'euros consacrés au vieillissement, selon une méthode originale, qui est que nous avons déterminé le volume des dépenses en fonction des recettes de la CASA, mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans une prochaine question. Je n'en doute pas. La parole est à notre collègue Jean-Marie Van Leeuwenberg. Bon, Madame la Ministre, j'écoute effectivement les chiffres que vous nous avez apportés, que nous connaissions déjà quand nous avons étudié effectivement le projet de loi sur le vieillissement. Je pense néanmoins qu'il restera un effort supplémentaire à faire. Il suffit d'écouter toutes les associations ou les entreprises d'aide à domicile pour s'apercevoir que leur pérennité aujourd'hui est menacée et que l'effort que vous avez rappelé ne suffira pas, malheureusement, compte tenu du vieillissement de la population et d'une demande qui va croissante. Voilà, Madame la Ministre, mais nous aurons certainement l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Bien. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher Merci, collègue. Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'accompagnement tout au long des âges de la vie est un sujet majeur, comme cela a été évoqué précédemment. C'est vrai dès l'arrivée dans un foyer d'un enfant, ce qui nécessite la mise en place d'une nouvelle organisation pour concilier vie professionnelle et vie familiale. C'est vrai également avec l'allongement de la durée de la vie, qui nécessite à partir d'un certain âge le recours à des aides pour accomplir des tâches ménagères ou recevoir des soins à domicile. Plusieurs types d'intervenants se mobilisent pour faire face et nous aider à titre individuel ou collectif à relever ces défis. Je pense aux aidants, aux proches qui, de façon bénévole, avec cœur et générosité, se dévouent sans compter. Je pense aux dirigeants et salariés des associations d'aide à domicile, plus largement du secteur privé non lucratif, qui rendent de précieux services
en particulier dans les zones rurales, pour que l'éloignement ne soit pas synonyme d'isolement définitif pour des personnes âgées. Je puis en témoigner en constatant le professionnalisme et la bonté déployés par les UNA et ZDMR dans l'Yonne, notamment dans le canton de Chairois, bien sûr, mais je pense que tous les collègues sur leur territoire respectif pourraient également faire le même témoignage. Je pense également à toutes celles et tous ceux qui interviennent auprès de particuliers employeurs. Et à quelques jours de l'examen en séance publique de ce projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement, je tenais, Madame la Ministre, à appeler votre attention sur plusieurs problèmes qui appellent des décisions pour pérenniser l'ensemble de ce précieux tissu. S'agissant de l'aide à domicile, la réduction drastique des financements par les CARSAT et les caisses de retraite en matière d'heures octroyées aboutit à des aberrations, et je parle de cas concrets. Une personne aveugle, mais qui conserve sa mobilité, n'est pas éligible pour recevoir un dossier, ne serait-ce que pour que sa situation soit examinée. Des réductions budgétaires qui, effectivement, plongent dans le rouge nombre d'associations. S'agissant des particuliers employeurs, notre Assemblée a adopté dans le PLFSS 2015 une mesure qui visait à augmenter l'allègement des charges pour l'emploi d'un salarié à domicile, mais vous en avez réduit considérablement la portée en ciblant le dispositif beaucoup trop précisément. Alors, Madame la Ministre, vous l'avez compris, les retours d'expérience du terrain montrent qu'il faut ajuster un certain nombre de dispositifs. Je ne doute pas de votre engagement personnel. Pour autant, vous donnez-vous les moyens de pérenniser et développer ces activités non délocalisables qui répondent à de véritables besoins. Pour vous répondre, la parole est à Madame Laurence Rossignol. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Lemoine, merci de saluer mon engagement personnel et il est à la hauteur de celui de l'ensemble du gouvernement. Depuis mon arrivée il y a un an, j'ai effectivement constaté et pris la mesure des difficultés du secteur de l'aide à domicile. Pour en prendre la mesure, j'ai à la fois circulé sur le terrain, j'ai rencontré les fédérations et j'ai pris connaissance des excellents rapports de vos collègues Vatrin et Van Lerenberghe sur les services d'aide à domicile. Mon action consiste à essayer de structurer une offre d'accompagnement qui soit solide, innovante et viable. On ne peut pas continuellement construire un secteur sur la base d'un fonds provisoire reconduit chaque année. C'est pour ça que si ce fonds a permis de mobiliser 130 millions d'euros depuis 2012 pour soutenir 1400 services, il nous faut quand même penser à une réforme plus structurelle et organisationnelle. C'est ce que je fais en mettant l'accent, en mobilisant le secteur sur la création des SPASAD. Les SPASAD étant la fusion entre les SIAD, services infirmiers, et les SAD, services d'aide à domicile. Le deuxième sujet, c'est, je l'ai dit évoqué il y a un instant, c'est les 450 millions d'euros supplémentaires que l'État va engager grâce à la réforme. Et ces 450 millions d'euros vont venir dans le secteur de l'aide à domicile, abonder les budgets et donner une bouffée d'oxygène supplémentaire dans le secteur. Ce que je voulais redire, c'est que l'État, j'ai aussi obtenu une augmentation salariale de 25 millions d'euros pour les salariés de l'aide à domicile, avec un rattrapage au 1er juillet 2014 de 1 point pour des salaires qui avaient été gelés depuis de nombreuses années. Et c'est là aussi encore une somme supérieure à mettre dans le budget de l'aide à domicile. À court terme, le chantier de la refondation est lancé avec mes collègues et cette année, le vote de la loi, c'est le vote de la mobilisation et croyez-moi, nous ne lâchons rien sur le soutien de l'aide à domicile qui est, comme vous l'avez justement évoqué, la condition du maintien à domicile. Monsieur Jean-Baptiste Lemoine, mon cher collègue. Oui, merci beaucoup Madame la Ministre pour ces précisions. Alors voilà, les paroles sont là et la semaine prochaine, nous espérons que les actes seront là pour adopter un certain nombre d'amendements que la Commission des affaires sociales a adoptés, notamment pour continuer à aider les départements qui, eux, sont au rendez-vous de cet accompagnement des personnes âgées. Il faut avoir en tête que l'APA, effectivement, à hauteur de 70% quasiment, est réglée par les départements et nous aurons l'occasion d'examiner des amendements permettant peut-être de réviser les fractions de la CNSA qui pourraient être affectées au département. C'est vraiment crucial. Et puis, vous évoquez les revalorisations. Alors effectivement, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas un effet ciseau qui fasse qu'avec les décisions prises par les CARSAT, il y ait moins d'heures, donc moins, entre guillemets, de chiffre d'affaires par les associations, alors même qu'effectivement leurs frais augmentent. Donc là, il y a là un danger potentiel qui peut remettre en cause, on l'a vu dans certains territoires, certaines associations. Donc restons vraiment mobilisés et au rendez-vous des amendements la semaine prochaine.
Merci. La parole est maintenant à notre collègue Françoise Laborde pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans son acceptation la plus large, les services à la personne englobent une grande diversité d'acteurs et de publics. Ce secteur en plein développement fait face à plusieurs écueils et plusieurs rapports parlementaires lui ont été consacrés. La semaine prochaine, nous aborderons ces thématiques lors de l'examen du projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement qui apporte des améliorations notables. Ma question porte plus spécifiquement sur les services aux personnes atteintes de handicap et aux personnes âgées pour lesquelles l'aide à la personne permet de continuer à vivre aussi longtemps que possible chez elles. Pourtant, cette aide à domicile est de l'avis de tous un système à bout de souffle. La réforme à venir ne répond pas totalement, malgré la nouvelle affectation de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, à la question de sa soutenabilité financière pour les départements, alors que leurs dépenses sociales ont connu une forte hausse ces dernières années, comme l'indique une étude récente de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Par ailleurs, quelle est la position du gouvernement sur la proposition de passage de l'ensemble des services auprès des personnes handicapées ou en perte d'autonomie sous le régime unique de l'autorisation, tel que prévu par un amendement adopté en commission des affaires sociales? Enfin, le 7 mars dernier, à l'occasion d'une quinzaine de rassemblements sur l'ensemble du territoire, des réseaux d'aide à domicile ont demandé un nouveau fonds d'urgence pour 2015. Sachant que la réforme devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2016, Madame la Ministre, quelle est la réponse du gouvernement à cette demande précise? Je vous remercie. Alors, Madame la Ministre, pour répondre à Madame Laborde, vous avez la parole. Madame la sénatrice Françoise Laborde, vous avez raison, cette dualité des régimes juridiques autorisation et agrément qui est héritée de la loi de 2005 sur les services à la personne est aujourd'hui un état de fait. Comment vous dire, si ça n'existait pas, je ne le créerais pas. Voilà, peut-être il eût mieux valu au moment où la loi sur les services à la personne a été votée qu'on isole les services auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées. Néanmoins, la loi a 10 ans et se sont développés de nombreux services, c'est l'existant et il nous faut aujourd'hui gérer ceci avec responsabilité, la responsabilité nous invitant à la fois à rendre le secteur plus lisible mais aussi à sauvegarder l'emploi. Ma préoccupation avec Marisol Touraine et Ségolène Neuville, c'est l'accompagnement des personnes fragilisées autour de 3 enjeux clairs. La structuration territoriale de l'offre, notamment dans les zones rurales et isolées, la qualité de l'accompagnement, donc la professionnalisation, et les conditions de solvabilisation de la demande pour en limiter le reste à charge. Faut-il pour autant mettre fin à la dualité agrément-autorisation? Je pense en effet que nous devons réfléchir à un régime unifié et promouvoir une contractualisation pluriannuelle. Cette cible est d'ailleurs un point commun des derniers rapports et de la Cour des comptes et des parlementaires sur le sujet. Mais derrière le consensus de la cible, il y a la méthode et le calendrier. Je souhaite pour ma part construire un projet responsable et à long terme. La Commission a introduit un article 32 et j'ai d'ailleurs, lors de mon audition, indiqué que j'étais à l'écoute des propositions du Parlement sur ce dossier complexe. Mais nous aurons l'occasion d'en discuter la semaine prochaine. La rédaction de votre commission, enfin de la Commission des affaires sociales, soulève néanmoins des problèmes importants en termes de rythme, de rapidité et d'effet sur le secteur. Il nous faut donc viser la cible et préserver l'existant pour le faire évoluer. Je vous remercie. Madame Laborde, chers collègues. Merci Madame la Ministre. Cette réponse est très claire et bien sûr, nous connaissons le contexte budgétaire contraint dans lequel interviendra cette réforme. Je souhaitais cependant donc vous alerter sur le décalage entre les objectifs assignés à cette politique publique et les moyens qui lui sont affectés. Mais bien sûr, nous en débattrons la semaine prochaine. Je voulais vous dire aussi que la mise en place de mutualisation et d'expérimentation va dans le bon sens. Mais nous serons particulièrement vigilants quant à la revalorisation et l'amélioration de l'APA et attentifs aux mesures indispensables destinées à rendre plus attractif le secteur de l'aide à domicile. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à notre collègue Jean Desessard pour le groupe écologiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues,
Le dispositif du chèque emploi-service remplacé en 2006 par le chèque emploi-service universel, le CESU, a fêté ses 20 ans en décembre dernier. Ce moyen de paiement et de déclaration d'une simplicité exemplaire a permis de simplifier les modalités d'emploi à domicile et de faire reculer considérablement la non-déclaration des employés. Sécurité et simplicité d'utilisation, large possibilité de cofinancement et avantages fiscaux et sociaux ont contribué au succès du dispositif, que ce soit dans sa forme déclarative, 1,4 million de particuliers employeurs l'utilisent, ou préfinancé, 806 millions de titres émis en 2014. Le CESU vient grandement faciliter la vie des personnes qui ont recours à des services. Je le disais tout à l'heure, 1,4 million sur les 3,7 millions de particuliers employeurs que compte notre pays. Il s'agit d'un secteur important de notre économie, puisque ces employeurs versent 12,2 milliards d'euros à 1,6 million de salariés chaque année. Les avantages du CESU pour l'employeur doivent se retrouver côté salarié et des avantages notables ont été réalisés à ce titre. Ainsi, un partenariat a été instauré entre les représentants de l'emploi à domicile et Pôle emploi en 2009. Il reste du chemin à parcourir pour la simplification. Ainsi, en cas d'arrêt maladie, les salariés doivent demander à tous les employeurs, et il y en a plusieurs, de remplir un formulaire assez compliqué. S'il manque un seul de ces documents, l'indemnisation n'est pas versée. Prenons le cas d'un jardinier qui travaille pour 8 employeurs différents, il est malade et on comprend très vite que sa demande d'indemnisation relève du parcours du combattant puisqu'il doit aller voir chaque salarié pour leur faire remplir un papier assez complexe à remplir. Alors que ces documents existent. Donc, Madame la Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour que les employés rémunérés par le CESU bénéficient d'une simplicité de gestion en cas de maladie? Madame la Ministre, pour répondre à notre collègue. Monsieur le sénateur Jean Desessard, saluons d'abord la simplicité du CESU, avant que je vous suive sur la complexité de certaines situations. Mais globalement, nous avons avec le CESU un dispositif qui est simple, facile à manier pour les employeurs en particulier. Comme nous ne sommes jamais en retard pour dénoncer les complexités, quand nous avons un dispositif réussi en matière de simplification, saluons-le. Et le CESU, c'est d'ailleurs parce qu'il est simple qu'il est utilisé chaque mois par plus d'1 million d'employeurs et un demi-million de salariés. C'est un dispositif qui est maintenant à maturité, qui couvre la quasi-totalité de la population des particuliers employeurs qui sont éligibles. Et la loi de finances 2014 l'a ouvert à l'outre-mer. Et le projet de loi de la semaine d'adaptation de la société au vieillissement prévoit la déclaration des accueillants familiaux en CESU. Vous soulignez cependant que certaines démarches restent complexes dans la mesure où le CESU ne les prend pas en charge. Et vous évoquez plus particulièrement les arrêts de maladie. La réponse que je vous apporte consiste d'abord à apporter une meilleure information grâce au portail unique net-particulier.fr. Par exemple, les particuliers employeurs et leurs salariés disposent d'une information étendue sur la protection sociale de base et complémentaire, ainsi que les démarches à réaliser en cas de congé ou de fin de la relation de travail. La suggestion que vous faites de permettre une simplification des démarches liées aux arrêts maladie pour les utilisateurs du CESU et pour leurs salariés, en utilisant les données déjà disponibles et les circuits, suppose bien entendu une analyse de faisabilité, mais c'est une piste de simplification qui paraît très pertinente au gouvernement et mon collègue Mandon, toujours très attentif aux propositions de simplification, sera très intéressé par votre proposition et nous demanderons au service de l'assurance maladie et de l'URSSAF de les étudier. Monsieur Desessard. Madame la Ministre, quel bonheur de vous avoir écouté. Donc, vous dites que le CESU, effectivement, a simplifié. Quand même, Madame la Ministre a été positive, donc je la remercie. Elle a dit d'abord que le CESU a simplifié la vie, effectivement. Et j'ai posé un problème qui était celui de l'arrêt maladie où la personne en arrêt maladie est obligée d'aller voir chaque employeur pour lui faire remplir des papiers difficiles à remplir. Et Madame la Ministre a dit, mais oui, ces documents existent, ils sont connus. Et il suffirait de demander simplement aux employeurs valider que la personne est malade sans remplir ces papiers complexes. Donc, merci Madame la Ministre de votre réponse et merci des suites qui sont redonnées par le ministre que vous avez sollicité. Merci mon cher collègue. La parole est maintenant à notre collègue Dominique Vatrin pour le groupe communiste, républicain
et citoyen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Nombreuses sont les fédérations d'aide à domicile qui dénoncent le décalage entre le coût de revient de leurs prestations et les tarifs horaires sur la base desquels elles sont rémunérées. Madame la ministre, cela fait presque un an qu'avec le sénateur Jean-Marie Van Lerelberghe, nous vous avons remis un rapport adopté à l'unanimité par la Commission des affaires sociales vous alertant sur cette situation. L'une des principales propositions consiste à mettre en place un tarif national de référence à la hauteur des coûts de revient. Où en est la réflexion de votre ministère à ce sujet? Où en est l'étude nationale des coûts qui avait été diligentée par la Direction générale de la cohésion sociale? Confirme-t-elle la nécessité d'une tarification autour de 22 € de l'heure pour permettre l'équilibre économique de ce secteur et assurer la qualité des prestations offertes quand 2/3 des départements, sur fond de désengagement de l'État, pratiquent des tarifs moyens inférieurs à 20 € de l'heure? Les associations d'aide à domicile subissent aussi le contre-coup des contraintes budgétaires des CARSAT qui les amènent à recentrer leurs interventions d'aide ménagère auprès de publics de plus en plus âgés, 75 voire 80 ans, contre 65 il y a 65 ans il y a quelques années. Que comptez-vous faire pour mettre fin à ce recul considérable en matière d'accompagnement à domicile et de prévention, en totale contradiction avec les objectifs affichés par la loi d'adaptation au vieillissement? Enfin, dans ces associations, il y a des salariés, 98% de femmes, rémunérées à 832 € par mois en moyenne. Les mesures de revalorisation d'1 point d'indice attendues depuis 2009 ne sont à l'état qu'une aumône pour une profession qui attend une vraie revalorisation. Quel financement comptez-vous donc mobiliser pour répondre à tous ces défis? Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, la parole est à Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Dominique Vatrin, les questions de reconnaissance des coûts des services d'aide à domicile et d'émergence d'un tarif national sont des questions assez récurrentes. Et j'ai bien en tête votre rapport coécrit avec votre collègue Van Lerrenberg. Sur le coût de revient, d'abord, nous parlons d'une activité économique qui est largement solvabilisée par la puissance publique. Comment dire? Je ne cesse d'entendre parler de désengagement de l'État, de 21 milliards d'euros sont consacrés chaque année en France à la prise en charge de la dépendance. Donc, ayons quand même toujours ce chiffre en tête lorsque nous parlons de ce sujet. Avant d'évoquer des financements complémentaires, il faut répondre à un certain nombre de questions. De quoi parle-t-on? De quel panier de prestations? Dans quelle zone d'intervention? Pour quelle qualification des intervenants? En résumé, quel est le service rendu aux personnes âgées accompagnées à domicile? Pour répondre, il faut d'abord connaître. J'ai fait accélérer 2 études qui sont très attendues par le secteur. L'évaluation par l'IGAS des expérimentations tarifaires SAD, qui est conduite actuellement dans une quinzaine de départements, et une étude nationale des coûts et des prestations dans 50 services, qui, elle, est répartie dans 10 départements. Ce rapport IGAS sera disponible avant l'été et l'étude des coûts sera disponible en septembre. Ils nous permettront d'objectiver notamment les différences de tarifs observables sur le territoire. Et je m'engage, Monsieur le sénateur et Monsieur Van Lerrenberghe, à vous transmettre ces 2 études dès que je les aurai, pour d'ailleurs solliciter votre avis sur ces études. Deuxième question, faut-il un tarif national de référence APA? À ce stade des travaux, je n'y suis pas favorable parce que s'il était fixé, il le serait suffisamment bas pour permettre aux départements d'ajuster en fonction des spécificités. Je souhaite pour ma part davantage travailler autour de la généralisation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les CEPOM, qui sont au cœur de l'expérimentation conduite entre l'ADF et ce secteur. Ces CEPOM permettent de financer d'une part les prestations directes au domicile, mais aussi de prendre en compte les spécificités des services dans les zones rurales, les horaires élargis, les démarches de qualité. Mais je crois que nous aurons l'occasion, là aussi, de continuer cette discussion la semaine prochaine. Merci, Monsieur Dominique Vatrin, mon cher collègue. Oui, Madame la Ministre, vous n'avez pas répondu à ma question sur le financement et vous partez des contraintes financières pour rejeter finalement l'idée qui est largement partagée par tous d'un tarif national de référence des coûts à la hauteur des coûts de revient pour permettre l'équilibre financier du secteur.
Je constate qu'à quelques jours de son examen par notre Haute Assemblée, le projet d'adaptation de la société au vieillissement propose effectivement quelques timides avancées pour les usagers, mais ces améliorations sont le seul produit de la contribution des retraités, la CASA, taxe de 0,3% pesant sur les seuls retraités. Vous nous dites que, en fait, vous ne pouvez pas répondre aux défis, faute de financement. Pourquoi ne pas instaurer une contribution solidarité des actionnaires qui rapporterait autant que la CASA, seulement 1% de taux sur les dividendes des seuls groupes du CAC 40 ou à 0,3% comme les retraités sur l'ensemble des 200 milliards d'euros versés aux actionnaires dans notre pays? N'y a-t-il pas là une piste véritablement à étudier si l'on veut véritablement répondre aux défis du vieillissement? Mon cher collègue, la parole est à notre collègue Jean-Pierre Godefroy pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le secteur des emplois à domicile représente 3,6 millions d'employeurs et 1,6 million de salariés. Ce secteur continue de subir un fort recul, estimé à la perte de 35 000 équivalents temps plein sur les années 2012-2013. Les chiffres 2014 ne sont pas encore disponibles, mais l'on sait que la masse salariale sera toujours en net recul pour l'ensemble du secteur. Lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, un abattement forfaitaire doublé avait été introduit par amendement pour les particuliers qui emploient une personne à domicile pour des services liés à la garde d'enfants, aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel pour raison de forme. J'avais pour ma part déposé un amendement tendant à porter de 75 centimes à 1,50 € la déduction forfaitaire par heure travaillée pour l'ensemble des emplois concernés. Indépendamment du nombre d'emplois supprimés, Madame la Ministre, cette situation laisse supposer un retour à une part de travail non déclarée. Ce sont des emplois occupés souvent par des personnes en situation précaire qui voient leurs cotisations sociales et retraites fortement diminuer quand elles n'ont pas complètement perdu leur emploi, se retrouvant ainsi à l'assurance chômage. Nous savons d'expérience que les variations des dispositifs fiscaux et sociaux se répercutent directement et rapidement sur les emplois à domicile et sur la façon dont ils sont déclarés ou non. Sans vouloir bien sûr revenir intégralement sur les dispositions qui existaient auparavant, par exemple l'abattement de 15 points sur les cotisations sociales des ménages qui déclaraient leurs employés à domicile sur la base du réel, dispositif supprimé par le gouvernement précédent. Nous souhaiterions savoir, Madame la Ministre, quelles mesures le gouvernement envisage de prendre pour remédier à cet état de fait préjudiciable, tant pour les personnes concernées, employeurs, salariés, que pour la situation de l'emploi dans notre pays et l'équilibre des différents organismes sociaux. Et pour vous répondre, la parole est à Madame Laurence Rossignol. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Jean-Pierre Godefroy, d'abord peut-être pour mettre tout le monde à l'aise, la baisse du nombre d'heures déclarées n'a pas commencé l'année dernière ni même il y a 2 ans, elle est engagée depuis 2009. Donc chacun peut y prendre sa part de responsabilité. Et elle n'est pas corrélée ni avec un essor des pratiques illégales, ni avec une quelconque évolution réglementaire ou fiscale récente. Mais comme l'a souligné la Cour des comptes en juillet 2014, c'est principalement l'évolution à la baisse du revenu disponible des ménages et la maturité atteinte par le secteur depuis la fin des années 2000 qui expliquent les évolutions observées. Les chiffres 2013 du secteur nous montrent que la baisse de 3,5% des heures rémunérées par rapport à 2012 est uniquement imputable au recul de l'emploi direct. L'activité des services à domicile prestataires reste quant à elle stable et l'emploi en mode prestataire a même augmenté de 1,7%. On assiste en effet depuis 2002 à un mouvement de fond de bascule de l'emploi direct vers le recours aux prestataires. Ainsi, les services prestataires sont passés de 19% du marché en 2002 à 41% en 2013. Le Conseil constitutionnel a censuré, comme vous l'évoquiez, la mesure votée en juillet 2014 et le gouvernement n'a pas souhaité y revenir car cette mesure présentait plusieurs limites. Elle n'excluait pas les services de confort et s'avérait ainsi mal ciblée. Elle aurait par ailleurs été inopérante pour les publics fragiles. Les particuliers employeurs en perte d'autonomie bénéficient déjà d'une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale et sans plafond de rémunération pour l'emploi d'une aide à domicile, quelle que soit la forme et la durée du contrat de travail. Enfin, un mot sur la garde d'enfants. Le gouvernement a fait le choix de cibler son effort en apportant un soutien financier pour les besoins de garde d'enfants âgés de 6 à 13 ans révolus, qui aujourd'hui ne bénéficient d'aucune aide autre que l'abattement de 75 centimes et la réduction d'impôt. En doublant l'abattement pour garde d'enfants âgés de 6 à 13 ans, le gouvernement a mis en place une mesure de solidarité pour un coût de 75 millions d'euros qui s'inscrit dans l'ensemble des outils de la politique familiale. Merci. Monsieur Godefroy,
Mon cher collègue. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je vous remercie de votre réponse. Il y a des éléments qui sont positifs dans cette réponse. Cependant, je crois que ne pas tenir compte du fait que des dispositions fiscales qui ont été modifiées aient eu un impact sur le volume d'emploi serait une erreur. Il suffit d'ailleurs de se renseigner auprès des personnes qui emploient des salariés à domicile pour s'apercevoir que ces mesures fiscales ont eu un impact direct sur les conditions d'emploi et sur les heures notamment d'emploi. Je crois vraiment qu'il faudrait réfléchir à cette situation. On avait dit à l'époque que c'était une niche fiscale, mais quand une niche fiscale permet d'employer des gens qui cotisent à la sécurité sociale, aux caisses de retraite, je pense que ça mérite une réflexion. Donc j'engage le gouvernement, on n'a pas le droit de faire comment dirais-je, au gouvernement, mais j'engage le gouvernement à réfléchir lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale à la nécessité de revoir quand même les dispositions fiscales concernant les emplois à domicile. Collègues, applaudissements sur tous les bancs. La parole est à notre collègue Cyril Pellevat pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Bravo. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les services d'aide à la personne permettent, à travers la diversité de leurs activités, une réponse globale aux besoins des personnes âgées, handicapées ou malades à leur domicile. Ces services sont indissociables des politiques sociales menées par l'État depuis les années 50. Ce secteur est un vivier important d'emploi pour notre pays. Avec le plan Borloo, en 2005, le secteur a connu une accélération importante sur la période 2003-2009, avec la création de plus de 180 000 postes. Mais malheureusement, que constate-t-on depuis 2008-2009 ? Une fragilisation du secteur. L'aide à domicile est en effet étroitement conditionnée aux financements publics qui soutiennent le financement de ces services. Et la fragilisation des organismes d'aide à domicile s'est accentuée dernièrement. On assiste en effet à une baisse significative des capacités financières de ses principaux contributeurs, caisses de retraite, sécurité sociale, mutuelles et notamment conseils généraux. Ces derniers ont su combler les déficits, mais ces solutions restent ponctuelles et locales, d'autant que les dotations de l'État sont fortement en baisse. Les services à domicile voient leur trésorerie diminuer. De nombreuses associations ont d'ailleurs mis la clé sous la porte et on estime à plus de 300 les structures qui seraient menacées. Face à des difficultés économiques de plus en plus croissantes, les organismes publics et privés à but non lucratif demandent une réflexion sur le système de financement des services d'aide à domicile. Déjà éprouvés par la suppression d'exonérations successives, les organismes, prestataires ou mandataires demandent notamment que la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, mise en place depuis 2013, soit effective et que les 650 millions d'euros prélevés cette année sur les retraites imposables soient enfin alloués à l'accompagnement des personnes âgées. Madame la Ministre, il est du devoir de la Nation de prendre en charge la dépendance et son accompagnement. Soutenir l'aide à domicile, c'est le maintien de la solidarité en milieu rural dans des zones déjà fortement impactées par le chômage ou la désertification des services. C'est la garantie du maintien de l'autonomie à domicile alors que les structures adaptées pour personnes dépendantes manquent de lits. C'est assurer le bien-être des professionnels qui exercent un métier difficile en évitant le morcellement du travail, conséquence des économies que doivent faire les organismes. C'est garantir un vivier d'emploi important. Les projections sectorielles pourraient être de près de 100 000 équivalents temps plein en 5 ans et d'environ 200 à 240 000 temps plein dans les 20 prochaines années. Madame la Ministre, il est temps de penser à réformer le système de financement et de tarification de l'aide à domicile. Aussi, Madame la Ministre, je vous demande quelles mesures d'urgence et quels moyens financiers entend prendre le gouvernement pour cette question relevant de la cohésion sociale. Je vous remercie de votre attention. Merci. Pour répondre à Cyril Pellevat, la parole est à Madame Laurence Rossignol. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Pellevat, comme votre question est convergente avec celle posée un peu plus tôt par votre collègue Jean-Baptiste Lemoyne, je vais d'abord dire une chose que je n'avais pas eu le temps de dire tout à l'heure concernant ce que vous évoquiez à propos d'une rétractation de la CNAV sur des CARSAT, sur l'aide à domicile. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la CNAV a reconcentrer ces aides sur une logique de panier de services différente et surtout c'est qu'elle a augmenté ses tarifs en même temps puisque les tarifs de la CNAV vont augmenter de 3,6% avec un taux horaire à 20,10 €. Donc c'est pas un désengagement, c'est une réorientation et une reconcentration des priorités de la CNAV. Pour répondre plus précisément, je partage les constats, mais on les partage tous, et nous cherchons effectivement les solutions d'évolution de la tarification. C'est pour ça que le chantier que j'ai lancé cette année, depuis le 17 décembre, avec l'ADF, nous avons élaboré la feuille de route des réformes à conduire en 2015. Je l'évoquais il y a un instant, j'attends avec impatience le rapport de l'IGAS sur l'évaluation des expérimentations tarifaires pour en tirer toutes les conséquences. Enfin, j'ai lancé depuis le 19
19 février la rédaction du cahier des charges des SPASAD intégré, de laquelle j'attends beaucoup. Je ne fétichise pas les SPASAD, mais je suis convaincue que les SPASAD sont à la fois une réforme de l'organisation du travail, une réforme de la qualité de l'offre et de l'intervention auprès des personnes âgées et une réforme de la qualité de l'emploi et de professionnalisation des personnels qui y travaillent. Et on ne peut plus simplement remettre de l'argent dans ce secteur sans faire évoluer les conditions de tarification et même sa structure. Et c'est pour ça qu'intégrer aide à domicile et soins infirmiers à domicile est très probablement, du moins c'est ma conviction, l'avenir de ce secteur. Merci Madame la Ministre. Je vais suspendre la séance, mais auparavant, je voudrais renvoyer mes collègues. Oh, monsieur Pelva, excusez-moi. Une mesure anti-jeunisme de ma part. Au contraire, c'est la gloire à la jeunesse. Comme je pense que mon collègue avait déjà eu les réponses. Donc, Madame la Ministre, je vous remercie pour vos réponses. Bon, je suis forcément un peu déçu. Je pense que les attentes dans ce secteur sont très fortes et nous avons besoin, malheureusement, de moyens pour avancer. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Pelva, et pardonnez-moi. Je voudrais simplement renvoyer mes collègues à la suite de la question de monsieur Dezessart au journal officiel de la République de la séance du 10 novembre 1993 ayant créé le chèque emploi-service. Je suis heureuse, Madame la Ministre, de voir que l'unanimité s'est faite. Quand on regarde le débat, on voit qu'une bonne idée met du temps à cheminer. Et la lecture de ces débats vous montrera qu'en matière sociale, on peut faire des progrès, y compris quand on se situe dans une formation comparable à la majorité sénatoriale d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai été recherché parce que j'avais quelques souvenirs de l'époque. Merci, elle sera reprise notre séance à 16 h pour la suite de l'examen de la proposition de loi tendant à interdire la prescription acquisitive des immeubles du domaine privé. Voilà pour cette séance de questions cribles thématiques. Pendant 45 minutes, vous avez pu entendre la secrétaire d'État Laurence Rossignol répondre aux sénateurs. Alors certains se sont inquiétés, comme le centriste Jean-Marie Van Leeuwenberg, de la gestion des services à la personne face au vieillissement de la population. Comment permettre aux personnes âgées, aux personnes handicapées, de recevoir des aides à domicile. Laurence Rossignol a répondu qu'elle avait obtenu une enveloppe de 25 millions d'euros par an pour soutenir les salariés de ce secteur et pour améliorer l'offre, notamment en zone rurale et isolée. D'autres réponses interviendront dans les semaines à venir, puisque le Sénat s'apprête à examiner en séance un projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement de la population. Autre inquiétude, elle vient cette fois-ci du socialiste Jean-Pierre Godefroy. Il s'est inquiété du travail non déclaré lié au changement de fiscalité dans les services à la personne, un argument balayé par la secrétaire d'État qui refuse de voir une corrélation entre les changements de fiscalité et la baisse du nombre d'heures déclarées. Voilà ce qu'il fallait retenir de ces questions cribles thématiques. Très bonne journée à vous sur les chaînes parlementaires.